Cet institut, que fait-il? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en 2 mots? Donc, l'Institut Jean Nicot est une unité mixte de recherche du CNRS à l'école normale à Ulm et en co-tutelle avec l'école des hautes études en sciences sociales, partie de l'Institut des études de la cognition. Donc, nous sommes un laboratoire du CNRS qui mène des recherches à la frontière entre philosophie, sciences sociales et sciences cognitives. Et donc on essaie de tenir compte des résultats de la recherche empirique pour aussi dégager des réflexions philosophiques et en même temps de nourrir la recherche empirique de réflexions philosophiques. Donc, Du coup, j'aimerais bien que vous nous précisiez aussi quels sont vos domaines de recherche. Vous, philosophe, sur quoi travaillez-vous? Alors, moi, je travaille sur plusieurs choses. Comme philosophe, je fais des parcours avec des communautés différentes. D'abord, c'est de la communauté de l'intelligence artificielle et plus récemment, la communauté des sciences cognitives. J'ai travaillé sur des sujets relativement techniques en philosophie. J'ai travaillé plus récemment sur des questions de perception visuelle, notamment de perception des objets grâce aux ombres, l'usage de l'ombre dans la perception visuelle. Et puis, dans les 10 dernières années, j'ai touché de plus en plus à des sujets concernant l'éducation et l'usage des nouvelles technologies dans l'éducation. On va y venir tout à l'heure. Vous parliez de l'ombre. Vous êtes un philosophe qui aime les livres, qui vit avec les livres depuis votre prime enfance. Vous avez vécu avec les livres, entouré par les livres, déménagé avec les livres, et puis vous en écrivez. En 2002, la découverte de l'ombre. En 2005, 39 petites histoires philosophiques d'une redoutable simplicité, les 2 chez Albin Michel, et puis vous revenez avec ce Contre le colonialisme numérique, un ouvrage que vous avez sous-titré Manifeste pour continuer à lire. On voit bien le lien avec vos recherches. Et si les organisateurs ont souhaité que vous soyez là aujourd'hui, c'est parce que vous posez cette question du numérique dans le monde du livre. C'est une vraie question philosophique pour la plupart des professionnels. Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses pour dire que le numérique est l'avenir de la lecture et que peut-être dans les années qui viennent, le livre papier ne sera plus qu'une survivance consacrée ou en tout cas réservée à quelques nostalgiques. Alors c'est une vraie question qui interroge chacun. Vous allez nous apporter votre éclairage. Ce que nous vous proposons, c'est que Roberto puisse structurer un propos donc autour de ce livre pendant une petite demi-heure, et puis qu'après nous ayons tous ensemble un échange autour de cette question donc du numérique, du colonialisme, puisque c'est le terme que vous employez. Donc je vous en prie, Roberto, colonialisme numérique, vous voulez dire quoi? Alors, je vais partir par une toute petite anecdote. Après, les autres livres que j'ai publiés sont soit des livres de vulgarisation scientifique, soit des livres académiques. Et là, c'est plutôt un livre militant que j'ai publié. Et du coup, quand vous publiez un livre militant, ça part dans tous les sens en termes de réactions sur Internet, etc. Alors, j'ai souillé beaucoup de commentaires, de critiques. Et je dirais 10% des critiques, c'est un peu la coutume dans les critiques du web, ont la forme suivante. Je veux dire que je n'ai pas encore lu les livres de Roberto Casati, mais je crois qu'il se trompe sur tel ou tel sujet. Bon, d'accord. Alors là, je prends acte, je ne réponds pas dans ce cas. Je vais regarder ce qui s'écrit, mais je ne réponds pas. Mais là, il y en avait une en particulier, enfin, une critique à laquelle j'ai répondu parce que l'auteur a dit je n'ai pas encore lu les livres de Roberto Casati, mais je ne suis pas d'accord avec les titres. Comment on peut être contre les numériques? Moi, je dis, écoute, tu n'as même pas lu les titres du livre. Enfin, ce n'est pas du tout contre le numérique, c'est contre le colonialisme numérique. Donc, c'est une chose complètement différente. Moi, j'adore l'Espagne, mais je suis contre le colonialisme espagnol. Enfin, les 2 choses sont parfaitement compatibles. Donc, longue discussion, mais il faut au moins préciser ces points. Je ne suis pas contre le numérique. Enfin, ce serait un peu absurde que d'être contre un format. Je suis contre une certaine idéologie. Le numérique est un format. Le colonialisme numérique est une idéologie. C'est l'idée d'après laquelle
si une chose peut migrer vers le numérique, alors il faut que la société fasse rapidement cette migration. Je voulais vous montrer aussi un exemple. Il y a des migrations qui marchent bien. Hein. Et, par exemple, l'encyclopédie du Juré, elle a très bien migré vers les supports numériques électroniques. Hein. Enfin, les dictionnaires, peut-être. Enfin, on a intérêt à avoir des supports de ce genre qui sont très rapides d'accès dans les moments. Enfin, si j'imprimais la totalité des Wikipédia, ça serait un peu absurde. Enfin, un objet qu'on n'a pas envie d'avoir chez soi. Mais je voulais vous montrer une migration qui va se produire, qui est relativement intéressante. Je ne sais pas si j'ai le droit de... Je vais juste une image à vous montrer. Si dans la... Oui, c'est ça. Donc, vous connaissez peut-être cette... alors, on discute beaucoup sur l'avenir de la lecture, mais il y a des gens qui travaillent déjà, à un sens, et s'appuient sur des recherches très robustes. Donc là, il faudrait cliquer pour spritzer, mais il faudrait... Je n'arrive pas à voir la souris. Ah oui, elle est lente. Oui, d'accord. J'y arrive. Hein. Oui, mais elle ne bouge pas. Il faut attendre. Si on ne peut pas les voir, ce n'est pas grave, mais ce serait intéressant de les voir. Et ça, mais de toute façon, c'est un peu l'essence de mon intervention, enfin, le numérique. Ouais. Il y a des bugs. Il y a des bugs. Enfin, ça... Bon, si vous pouviez voir cela, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui fait ça pour nous. Un fantôme, un ange gardien qui... Mais je crois peut-être ils vont faire ça, il ne faut pas interférer. Donc, quand on va Est-ce que c'est en régie que vous avez la main sur la souris? Si vous pouvez sélectionner les Français déjà, et puis faire partir les spritz. Donc, quand on verra ça, vous verrez un système qui est basé sur des données, des sciences cognitives, qui vous permet de lire très très rapidement, à une vitesse qui est plus grande que la vitesse de lecture normale, et jusqu'à 1000 mots par minute. Et l'idée, c'est de présenter les mots l'un après l'autre à un endroit qui est très favorable à votre perception visuelle. Donc, quand vous lisez, vous êtes en train de déplacer votre regard, et ce déplacement a... Voilà. Donc, c'est en anglais, mais... Oui, je suggérais ça, mais ça va venir. Peut-être on va voir ça après. Mais... Oui, vous pouvez le mettre en français, s'il vous plaît. Et spritzer en français. Ils ont des objectifs. Hein, vous allez lire, c'est que l'espoir. Ok, bon là c'est bon, vous pouvez même éliminer la page, merci, mais vous avez vu de quoi ça retourne. Donc il y a une lettre dans les mots, qui est la lettre sur laquelle le regard va tomber pour la garder au centre de la fovéa, donc la partie centrale de votre champ visuel. Et quand on lit, on passe en effet d'un mot à l'autre en sautant de la lettre cruciale, c'est pas la lettre centrale. Et si vous présentez les mots l'un après l'autre, ce qui va se passer, c'est que vous faites l'économie du temps qui est employé pour ces mouvements. Et donc, ça augmente automatiquement la vitesse de lecture. On va reparler de ça. Mais bon, là, c'est une frontière intéressante. Là, ils pensent qu'ils pourraient faire lire les 15% du contenu mondial par leur outil d'ici 2 ans. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être lues que sous cette forme. Hein. Moi, je ne veux pas discuter de ça. Mais je voulais dire 2-3 choses sur la lecture, parce que c'est un peu ça la question. Enfin, pourquoi devrait-on utiliser un objet comme celui-là? Pourquoi doit-on utiliser un objet différent? Moi, je crois vivement, et je vais anticiper sur la solution que je vais suggérer, les propositions que je vais faire, qu'il faut une certaine biodiversité, pour ainsi dire, de la lecture. Il faut beaucoup de types de supports différents pour lire, et à chaque type de lecture, il faut un support différent. Et l'autre chose que je veux dire vers la fin de ces topos, c'est que
penser que des outils comme la tablette, par exemple, soient à même de révolutionner, de changer la donnée anthropologique sur la lecture, il faut prendre ça avec une certaine précaution. La tablette nous est présentée comme le couteau suisse de la cognition. Elle peut tout faire. Et c'est vrai, elle fait beaucoup de choses qui étaient faites auparavant par beaucoup de supports différents. Mais la métaphore du couteau suisse est une métaphore intéressante et difficile. Il faut la négocier. Personne d'entre vous n'utilise un couteau suisse dans sa cuisine pour faire la cuisine. Peut-être quelqu'un, mais je ne vais pas... Mais il y a très peu de chefs qui vont accepter les CV d'un candidat qui dit « Bon, moi, je vais vider tout l'outillage de cuisine, on va juste faire des économies, on va juste acheter un couteau suisse. » Donc, il y a quelque chose dans la métaphore du couteau suisse qui est intéressante parce qu'elle nous permet de voir quelles sont les difficultés avec la négociation avec les outils numériques. Alors, pourquoi on lit et qu'est-ce qu'on fait quand on lit? On a plusieurs types de lecture, évidemment. On apprend à lire. Apprendre à lire signifie faire une immense violence. C'est une des plus grosses violences que notre société fait à notre cerveau, parce que ça signifie obliger deux parties du cerveau, deux modules, deux machines qui ne sont pas censées se parler entre elles, obligées à se séparer entre elles. Donc c'est une partie qui est préposée à la reconnaissance des formes visuelles et une partie qui gère la production et la compréhension du son. Et ces deux parties, pour l'évolution, il n'y a aucun lien entre elles essentiellement. Il n'y a aucune raison, du point de vue de l'évolution, de les faire travailler ensemble. La lecture les fait travailler ensemble. Et ça prend 2000 heures de travail très intensif. C'est 2000 heures de travail presque violent, je dirais. Enfin, c'est toute la société qu'il y a derrière. Et les familles, les enfants qui passent leur temps. À la fin de cette période de 2000 heures de travail intensif, à la fin de la maternelle, les enfants apprennent à lire. Et après, quand vous avez appris à lire, sauf si vous avez des dysfonctionnements tout à fait particuliers, des pathologies de la lecture, vous êtes obligé de lire. C'est-à-dire, une fois qu'on vous présente même un texte dans une langue qui n'est pas la vôtre, automatiquement, la vision de ce texte, la Reading Reimagined, produit quelque chose dans votre cerveau, produit l'image d'un son. Et c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas voir ça comme si c'était simplement une décoration ou un gribouillis. Donc vous êtes obligé. Alors ça, c'est important. On apprend ça parce que tout se base sur ça, évidemment, après. Mais à minima, on doit apprendre à lire pour pouvoir négocier notre environnement. Par exemple, lire les contenus des choses qu'on va acheter, savoir où l'on va lorsqu'on se déplace en ville, etc. Donc il y a des informations minimales qui sont associées à cette compétence de lecture. Après, on doit continuer à lire, parce que là, pour négocier juste notre tour en ville ou l'achat de certains denrées alimentaires, c'est parfaitement suffisant, une compétence de lecture très très basique. Après, on continue à lire, on continue à faire lire, et la raison principale est liée au lexique. Donc lecture minimale, et puis lecture un peu plus approfondie. Les lexiques des enfants, donc les vocabulaires des enfants qui lisent beaucoup, ou qui viennent des familles qui lisent, ou des familles où c'est la mère qui lit beaucoup, ou qui sont nantis pour plusieurs raisons, un environnement socio-culturel, économique favorable, ont un lexique, donc un vocabulaire. Le vocabulaire de ces enfants est beaucoup plus important, les doubles, parfois les triples, du vocabulaire des enfants qui n'ont pas ces chances. Donc ça, c'est l'école d'ailleurs qui sert essentiellement à égaliser les chances sur les vocabulaires. Et ces vocabulaires n'est pas du tout un vocabulaire donc, qui est véhiculé par la famille. Au moins que ce soit une famille, justement, qui a les moyens ou qui aime parler de façon relativement complexe. Ça vient de la lecture des livres. Et donc il faut lire entre 5 et 10 ans, 5 et 15 ans, pour enrichir son vocabulaire. Et c'est important
de savoir que c'est justement que le livre qui va véhiculer ça. Donc ce sont des textes qui ont une certaine complexité lexicale qui vous permettent d'acquérir un vocabulaire. Après, on lit, enfin, les avantages de la lecture. Là, il y a des expériences récentes de Castano à la New School à New York. Améliore les performances empathiques, donc la capacité de se reconnaître, de reconnaître soi-même dans l'autre et de prévoir ce que l'autre va éprouver dans certaines circonstances et dans certaines situations. Et ce qui est intéressant, l'expérience, là, c'est des expériences contrôlées, ce qui est intéressant, c'est que cette performance empathique, cette capacité de se mettre à la place d'autrui, est significativement améliorée par la bonne littérature et pas tellement par la littérature populaire ou littérature non littéraire, disons, littérature scientifique. Donc il faut lire de la grande littérature pour voir ces compétences, ces performances empathiques s'améliorer. Ensuite encore, et là on vient à la question des supports très rapidement. Ensuite encore, c'est la question de l'argumentation. Donc l'argumentation, nous tous savons mener une argumentation, comprendre si quelqu'un fait une argumentation fallacieuse, mais lorsqu'on a des argumentations complexes, le support est très important, le support écrit est très important, pour la raison suivante. Lorsqu'on a à sa disposition un support écrit, on a la possibilité de relire, donc de réexaminer les contenus qu'on vient de nous proposer. La rhétorique orale, si vous voulez, sert essentiellement à masquer les défauts de l'argumentation, à vous convaincre de quelque chose que vous n'avez pas le temps d'examiner parce qu'il y a toujours les mouvements des affections, enfin les passions de l'âme qui l'importent dans la rhétorique. La rhétorique de l'écrit est une rhétorique complètement différente. On est obligé de respecter les lecteurs parce que le lecteur aura toujours le temps de relire ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, un support comme un support papier classique a plusieurs avantages en ce sens parce que il vous donne la possibilité de relire ce que vous n'avez pas, par exemple, facilement ici dans le Spritz Ink. La relecture n'est pas vraiment une option, là c'est juste pour la consommation. Mais relire, réexaminer un contenu est un élément fondamental de la lecture de textes complexes. Alors, la question des supports. Bon, évidemment, les supports sont très différents, mais les livres aussi sont des choses très différentes. Il y a livre et il y a livre. L'encyclopédie ou les dictionnaires ont une vie qui fait relativement facilement une migration vers les supports numériques. Aussi parce que les types d'usage des informations qui sont contenues dans les encyclopédies et les dictionnaires, c'est un usage vraiment limité dans les temps, limité à l'occasion pour laquelle vous avez besoin d'une information particulière. Un livre de recettes de cuisine, par exemple, bon, on fait cadeau de ces livres pour des raisons qui ne sont pas forcément... on veut peut-être faire passer des messages, mais ce sont des objets qu'on a le droit de lire une page à la fois. On n'est pas obligé de faire... Enfin, je crois que personne ne lit un livre de cuisine en entier. Mais là, de nouveau, on a des objets qui sont facilement morcellables. Enfin, on peut les morceaux, ce sont des choses, des ensembles d'informations qu'on peut facilement obtenir. Une des choses qui m'intéresse faire en tant que philosophe, c'est de faire attention aux mythes et aux discours qu'on nous présente. Donc on nous dit tout le temps que les livres ce sont des objets qui nous donnent accès à la connaissance. Et moi, je ne crois pas à ça. Je ne pense pas qu'on puisse avoir accès à la connaissance. On a accès à l'information. On peut accéder à l'information, mais la connaissance est le résultat d'un processus très compliqué. Vous aurez accès à la connaissance, vous pouvez avoir accès à l'information qui est l'énoncé du théorème de Pythagore, mais la connaissance du théorème est tout autre chose. Enfin, c'est un travail qu'on fait sur le théorème, on fait des exercices, on essaie d'appliquer ce qu'on a appris. Et du coup, considérer les livres simplement comme des... enfin, on dit connaissance, mais en fait, ils seraient des repositoires d'informations. Les considérer comme tels, c'est un peu voir comme tous les livres comme des encyclopédies. Et un livre comme un roman, par exemple,
il est clair que des systèmes comme Google peuvent les voir comme des repositoires d'informations, mais en réalité, ce sont des choses un peu plus complexes. Les romans, les essais sont des objets plus complexes que simplement des ensembles d'informations. On ne les lit pas pour acquérir des informations seulement. Peut-être qu'on le fait aussi, pour savoir quel est leur contenu. Mais on les lit pour d'autres raisons que simplement l'accès à l'information. Et moi, je me bats contre ces discours de l'accès à la connaissance, qui est en effet un accès à l'information, parce qu'une fois qu'on considère que l'accès est à l'information, on a perdu la bataille contre les géants de l'information qui font ça très bien pour nous, qui peuvent lire des livres pour nous et nous livrer des recommandations, par exemple, sur les achats à faire. Alors, la deuxième partie de ces mini-topos que je suis en train de faire concerne un minimum d'histoire sur les 10 dernières années de l'ordinateur. L'ordinateur que vous avez dans vos poches aujourd'hui est très différent dans vos poches ou sur vos tables, sur vos bureaux, est très différent de l'ordinateur qui existait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les ordinateurs étaient des objets que vous achetiez, vous désemballez, vous apprenez quelque chose, enfin il fallait lire un manuel d'instruction, etc. Aujourd'hui, les ordinateurs, ce sont des objets complètement différents. Ils sont des appendices de systèmes, des calculs lointains. Ils sont des appendices des systèmes de distribution de contenus et ils sont des appendices des terminaux des systèmes de collecte de renseignements. Je ne suis pas particulièrement à la faveur d'une théorie du complot, mais c'est ce que vous lisez dans les comptes rendus aux actionnaires des différents géants de l'information. Donc c'est très important que les ordinateurs, qui sont maintenant des objets banalisés, aient un certain design pour pouvoir accomplir toutes les fonctions qui font partie de leur nouvelle nature. Donc, diffuser des contenus, vendre des contenus et récolter des renseignements, des informations sur les usagers. Alors, la grande révolution qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'était une révolution du design, justement. Les ordinateurs ont changé leur visage pour accomplir cette fonction. Il y a 10 ans, il fallait un certain temps d'apprentissage pour pouvoir utiliser les ordinateurs. Aujourd'hui, ce temps d'apprentissage est nul. Alors, du coup, ça nous permet de démythifier un autre mythe très important, qui est celui des digital natives, des numériques de naissance, qu'on entend 3 fois par jour dans toutes les discussions sur l'avenir de l'école, de la lecture, etc. Alors, il existe évidemment une catégorie de personnes qui sont nées avec des interfaces numériques, mais est-ce qu'il y a eu une mutation dans le cerveau de ces gens? Est-ce qu'on est devant des gens qui sont extrêmement compétents dans l'usage de ces objets? Toutes les évidences empiriques sont contre cette idée. Donc les numériques de naissance ont tendance à être plutôt des incompétents. En particulier, ils sont des incompétents sur les technologies qu'ils utilisent. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous raconte. Ce n'est pas tellement qu'il y a une nouvelle population d'enfants ou d'adolescents qui sont capables de faire des choses que leurs parents ne pouvaient pas faire. C'est plutôt que l'ordinateur a changé pour devenir si simple d'utilisation qu'un enfant pourrait l'utiliser. Je répète cela parce que c'est quand même le point important. Nous ne sommes pas devant une mutation anthropologique, comme quoi il y a un nouveau cerveau, de nouvelles compétences qui sont liées au fait d'utiliser des tablettes ou des smartphones, etc. C'est qu'on a des ordinateurs qui sont devenus complètement faciles d'utilisation, enfin complètement transparents. On ne voit plus la technologie, on n'a plus besoin de voir la technologie. Si vous voulez, la preuve du fait qu'il n'y a pas de numérique de naissance dans le sens qui est dans le discours courant, c'est ma mère. Ma mère qui a 80 ans, à laquelle on a fait cadeau d'une tablette, enfin c'est un choix de famille, et qui a appris, enfin elle n'a fait aucun apprentissage. Elle a ouvert la tablette, elle a commencé à l'utiliser. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une digital native? On ne sait pas très bien, mais ce n'est pas là la question. Les objets sont devenus complètement transparents. Pourquoi ils le sont devenus? Parce que ça permet de récupérer des parts de marché. Enfin, ma mère n'a jamais voulu utiliser un ordinateur.
Évidemment, enfin, c'est une question de pouvoir avec mon père, la famille, etc. Mais du coup, elle a un ordinateur, donc c'est un sujet qui n'était pas censé l'utiliser, maintenant on l'utilise. Et très bien. Autre mythe qu'il faut absolument démythifier, c'est celui qui est lié au premier, c'est celui de l'intelligence multitâche. Donc, ces capacités qu'auraient les numériques de naissance ou toute autre personne qui est mise dans une situation de multitâche, mais les numériques mieux que les numériques de naissance, mieux que les immigrants numériques, d'accomplir plusieurs tâches en même temps, ou de développer des compétences qui leur permettraient d'être plus performants dans ces environnements qui sont des environnements typiquement multitâches. Il n'en est rien. Alors, le cerveau fait beaucoup de choses en multitâche, bien sûr. Enfin, je ne pourrais pas vous regarder, parler, respirer, me tenir droit, etc. Mais la plupart de ces choses sont faites à un niveau totalement inconscient. Donc, il n'y a aucune de ces choses, et c'est bien que ce soit comme ça, parce que sinon, ce serait très compliqué de faire toutes ces choses. Enfin, je perdrais... Enfin, le savent très bien les pianistes ou les musiciens qui réfléchissent trop à ce qu'ils sont en train de faire. Il faut laisser passer ça en automatique. Ce qui est très difficile à faire pour le cerveau, c'est de faire plusieurs choses en même temps en utilisant l'attention consciente. Là, c'est hyper difficile. En fait, on n'y arrive pas. Essayez d'apprendre par cœur un poème de Jean de La Fontaine en même temps que vous remplissez votre déclaration de revenus. Vous faites des erreurs. Vous allez faire des erreurs. Mais non seulement ça. Vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à ça. Enfin, l'idée de pouvoir les faire en parallèle, c'est mythique. Vous pouvez pas les faire tout simplement. Vous pouvez imiter une image de travail en parallèle en faisant un changement des tâches, un glissement des tâches très rapide. Donc, d'abord Jean de La Fontaine, et puis déclaration de revenus. Jean, déclaration, Jean, en faisant plusieurs fois ça dans la journée. Ne le faites pas. C'est très coûteux, parce que le glissement des tâches est coûteux. En fait, passer d'une tâche à l'autre vous prend du temps. Ce temps n'est pas très très important, mais à la fin de la journée, la mathématique est très simple, c'est l'addition. Il faut additionner tous les petits temps que vous avez soustraits à une tâche en faisant le glissement des tâches, et on les a calculés finalement. Ces temps sont beaucoup plus importants. Ils s'additionnent, et donc les résultats de ceux qui essaient d'accomplir en glissement des tâches l'exécution de deux tâches, enfin, les résultats sont moindres que les résultats de celui qui essaie de faire d'abord la déclaration de revenus et ensuite le poème de Jean de La Fontaine. Il y a pire que ça. J'ai évoqué les musiciens. Les musiciens, mais tout le monde le sait, enfin, les sportifs, etc. La pratique vous améliore. Donc, si j'aurais fait des arpèges 30 fois, eh ben, la 30e fois, ce sera mieux que la première. Practice makes perfect, comme on dit aux États-Unis. La pratique vous rend parfait. Dans le cas de ceux qui s'entraînent à faire du multitâche, c'est exactement l'inverse qui se produit. Ce qui est très surprenant, mais c'est un résultat empirique de 2009. Plus vous faites du multitâche, plus vos performances sont pires que si vous ne faisiez pas du multitâche. Donc les personnes qui se mettent dans des conditions de multitâche constantes n'apprennent aucune stratégie pour améliorer leur performance. Alors, ce n'est pas très surprenant après coup, parce que finalement, être un multitâche constant signifie être sujet à la distraction. Donc, être facilement sujet à la distraction. Et donc, ce que vous améliorez, en fait, c'est votre soumission à la distraction. Moi, j'ai soulevé des problèmes, j'aimerais donner quelques solutions, parce que c'est important quand même. Si vous voulez, les mythes qui nous sont proposés ont tendance à polariser la discussion. Donc, les enfants ou les adultes devant le numérique, et en particulier les numériques comme support de lecture,
enfin, vous avez des tablettes qui sont des environnements très particuliers. Non seulement ils sont faits pour récolter des informations, mais ils sont faits aussi pour vous vendre des contenus. Pour qu'ils puissent être utilisés de façon optimale du point de vue de ceux qui ont créé ces objets, il faut que vous soyez tout le temps devant ces objets, évidemment. Enfin, c'est un peu un scandale du point de vue de Google qu'il y ait une population d'enfants à l'école pendant 14 ans, 8 heures par jour, qui n'est pas connectée en permanence. Donc ils vont tout faire pour que ça soit le cas, évidemment, dans les années à venir. Mais pour ce faire, pour que vous soyez tout le temps, enfin vous ne pouvez pas obliger les gens à l'être, il faut que ces objets soient vraiment divertissants, amusants, etc. Et donc plein de distractions. Et donc ça, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un environnement favorable à la lecture approfondie. Vous pouvez faire du spritz, comme dans l'image que je vais montrer, mais la distraction est vraiment un problème pour la lecture, parce que la lecture est coûteuse, elle est difficile. Donc il faut protéger la lecture. Il faut trouver des environnements. Alors, les deux modèles qui polarisent le débat sont les modèles dont je parlais, celui de la mutation anthropologique, mais il n'en est rien. Hein, il n'y a pas de nouvelles formes d'intelligence qui se produisent. En fait, il y a juste des environnements qui fatiguent l'intelligence qui existe déjà. Il y a un autre modèle qui est complètement opposé, c'est le modèle de l'accoutumance, pour décrier, par contre, les objets numériques. Et c'est vrai, enfin, il y a 15% de la population qui développe des formes d'accoutumance, enfin, il y a des syndromes relativement connus, mais ce n'est pas le cas général. Je crois que le bon modèle est complètement différent. C'est le modèle du gâteau au chocolat. Si vous voulez améliorer le régime de vos enfants à la cantine, vous avez plusieurs possibilités. Mais une possibilité que vous n'avez pas intérêt à utiliser est la suivante. C'est de lui présenter la salade sous la même assiette que les gâteaux au chocolat, lui dire de manger la salade et les culpabiliser parce qu'il a mangé les gâteaux au chocolat. Donc ce n'est pas un bon modèle, enfin, ce n'est pas une bonne façon de procéder. Vous avez intérêt à lui donner la salade d'abord et ensuite les gâteaux au chocolat. C'est une question de design. C'est une question de créer des environnements pour la lecture qui respectent le fait que nous sommes très attirés par des images en mouvement, par des couleurs, par des choses clignotantes, par... moi, j'ai ces problèmes avec mes étudiants, et ils sont quand même des étudiants qui sont triés sous les volets. Je leur fais rabattre les couvercles de l'ordinateur en disant tout simplement que je fais des cours qui sont relativement rébarbatifs. Je n'ai aucun intérêt à rentrer en compétition avec les 400 coups, mais ça c'est la partie la plus facile, en fait, c'est avec les photos de votre ex qui sont postées par votre rival, enfin des choses de ce genre. Je n'ai aucune possibilité, parce que je suis objectivement plus rébarbatif que cela. Je l'admets, mais je ne veux pas rentrer dans cette compétition. Ça, vous êtes là pour faire autre chose que me culpabiliser parce que je suis en compétition avec des choses qui sont impossibles pour moi à négocier. Donc, sortir du modèle de la culpabilité, sortir du modèle des campagnes pour la lecture, passer au modèle des mesures. Il faut des mesures pour permettre que la lecture se fasse, surtout à cet âge très important, se fasse dans les meilleures conditions qui respectent l'attention et le développement des enfants. Donc je vais, juste pour terminer cette partie, citer un exemple qui m'a paru vraiment très intéressant, et un exemple d'école. Je passais la dernière année aux États-Unis, dans un État de la Nouvelle-Angleterre, où j'ai mis mes enfants, deux filles qui étaient en CE2, CM1 l'année dernière, dans une école publique d'un État riche, qui d'ailleurs utilise, qui investit beaucoup sur l'école publique comme facteur de mobilité. Vous savez, l'école primaire est relativement chère aux États-Unis si vous allez dans l'école privée. Donc, pour les familles, c'est très intéressant. Cher signifie 1 500 à 2 000 $ par mois par enfant. Donc, cela signifie pour les familles que si vous avez une bonne école publique et que vous avez des enfants à cet âge, c'est un bon facteur de mobilité.
moi, je ne le savais pas. Je suis arrivé là-bas et j'ai simplement pris ce qu'on m'a donné, mais bon, je suis entré dans ces systèmes. Alors, une école qui est riche, c'est ça le préambule, et donc bien dotée du point de vue du numérique. Donc, dernière génération de tablettes, dernière génération de postes informatiques dans une magnifique salle et tout le reste. Mais ça c'est très important, ils avaient fait un choix qui est, je crois, parfait et qui libère un peu la discussion de l'impasse dans laquelle on est maintenant avec l'idée d'un enfant, une tablette. Il y avait 450 élèves, 30 tablettes et 30 postes fixes. C'est un peu la salle d'informatique, si vous voulez, en plus les tablettes. Les tablettes sont sur un chariot, et les chariots font le tour des classes. Les tablettes sont invoquées ou évoquées dans la classe dès qu'il y a un vrai besoin pour des supports pour lesquels le numérique est important. Par exemple, mes filles ont appris à faire de la programmation en utilisant Scratch, qui est un petit logiciel qui permet de construire des routines très simples en bougeant des boîtes, etc. C'est très intuitif. Et là, je vois mal faire ça sans utiliser les supports numériques. Mais c'est quelques heures par semaine. Et après ça, l'enseignant dans la classe lisait un livre par semaine à haute voix aux élèves. Les élèves avaient, il y avait une politique qui s'appelle DEAR, Drop Everything and Read. Donc tu peux tout laisser tomber et aller lire dans certains moments de la journée. Donc il y a pas mal de bonnes pratiques qui vont dans le sens d'un accompagnement ou d'un message institutionnel sur la lecture. Souvent la lecture à l'école est présentée comme quelque chose qu'on doit faire à la maison ou pendant les vacances. Et cela, c'est un très mauvais message qu'on donne. La lecture, c'est quelque chose qu'on doit faire à l'école. Pour les décideurs qui aiment aussi faire des comptes d'apothicaires, il faut considérer que 60 ordinateurs à la place de 450, c'est de mémoire les 13% du coût qu'il faut dégager pour équiper 450 élèves. Donc cela signifie que chaque année, vous avez plus ou moins le droit de changer complètement les parcs informatiques. Vous serez à un niveau, après une école qui essaie de les faire tous les ans, après 6 ans. Donc vous faites 5/6e d'économie. La bonne pratique à l'économie suggère une façon de faire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution toute faite. Les choses évoluent très rapidement. Mais j'aime citer ce genre d'exemples comme des exemples de bonnes pratiques parce qu'on a le droit de négocier la migration au numérique. On a le droit de dire, bon, là, je m'arrête. Je ne veux pas passer au tout numérique. Je sais que dans certains contextes, certains supports sont meilleurs. Je sais que dans ma cuisine, les couteaux suisses n'est pas forcément les bienvenus et que si je considère qu'il faut voir l'introduction numérique comme un exemple du couteau suisse, c'est de considérer l'école ou les bibliothèques comme une forme de camping. Et moi, je m'oppose à ça. Merci. Merci beaucoup. Je rebondis sur votre dernière intervention. Je ne sais pas si c'est une information ou si c'est juste une rumeur. J'ai entendu récemment sur Internet ou vu sur Internet qu'effectivement les administrateurs de Google et des grosses entreprises du numérique essayaient d'éviter à leurs enfants le contact avec ces outils au niveau scolaire. Vous réagissez? Vous en avez entendu parler? C'est une rumeur, c'est vrai? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pas surprenant en même temps. Enfin, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont des bonnes données sur la façon dont le temps de leurs enfants serait employé s'ils passaient tout leur temps avec des interfaces numériques. Enfin, mais de toute façon, on le sait, on n'a pas besoin de demander. Chaque fois qu'on introduit, enfin, chaque fois qu'on voit les usages des tablettes, les statistiques sur les usages des tablettes, ce sont des usages ludiques ou de réseaux sociaux. Donc, du coup, les usages éducatifs et tout ça, il faut les forcer, il faut obliger les gens à manger de la salade alors qu'ils ont la tarte au chocolat à côté. Et
enfin, toutes les données qu'on voit récemment sont toutes dans le même sens. Je viens d'aller à un colloque sur la lecture en Italie, et on nous a présenté des données sur les habitudes des lectures des adolescents. Alors là, les temps de lecture a complètement baissé, enfin est en train de s'effriter complètement. Là, c'était totalement colonisé par les réseaux sociaux. Les temps que vous aviez avant, c'est un temps de détente dans les cars, dans les trains, enfin les temps qu'on appelle de lean back. Vous n'êtes pas comme ça, lean forward, donc voûté devant l'ordinateur, mais les temps où vous êtes détendu en lecture, c'est parfaitement colonisé maintenant par les réseaux sociaux, qui sont justement irrésistibles, parce que ça tape dans notre cerveau social. On ne peut pas risquer de louper la dernière mise à jour Enfin, c'est irrésistible. Et donc là, l'Italie a des problèmes différents de la France. Enfin, il y a un socle de lecteurs qui est relativement petit et résistant, et celui-là a tendance à résister. Mais les lecteurs dans les nuages proches ont tendance à tout simplement disparaître, parce qu'il y a cette colonisation très très importante des réseaux sociaux. Et il faut d'ailleurs, enfin, on a parlé tout à l'heure du passage de la galaxie Gutenberg à la galaxie Zuckerberg. L'âge de Facebook est révolu par rapport à ce qui nous attend. Facebook a colonisé les vies d'1,2 milliard de personnes à peu près en travaillant sur les cerveaux sociaux, donc en récoltant des données essentiellement sur vos sociodonnées ils sont vendus par la suite à 70, 80 sociétés différentes qui en font un usage complètement opaque. Mais là, c'est rien par rapport à ce qui va nous arriver. Vous les voyez déjà dans la publicité du dernier iPhone, qui est complètement basé sur des gens qui font du sport, qui ont c'est l'Internet des objets, ils ont des montres... Qui se mesurent, l'automesure. L'automesure. Et donc, il y a la balance Wi-Fi, enfin, il y a plein de choses de ces genres. Et tout cela, c'est pour récolter des données, des biodonnées. Alors, les sociodonnées, c'est presque une rigolade, je dirais, par rapport aux biodonnées, parce que les biodonnées sont vraiment sensibles. Ils vont ouvrir la porte à toutes sortes de discriminations, mais c'est irrésistible de nouveau. Parce que là, vous avez la possibilité de mesurer vos performances au fil des jours, voir si votre poids descend, etc. Donc, on vous offre... De contrôler sa santé, c'est aussi l'argument. De contrôler sa santé. Alors, c'est très important de contrôler sa santé. Et c'est très, très important d'avoir des données sur sa santé. Mais il faut aussi protéger ces données. Bon, ça nous amène un peu loin de la lecture, mais c'est le même phénomène qui va se produire. Un phénomène qui est très important lorsqu'on parle aussi de l'écologie de la lecture, etc. Ce qui nous a été proposé, et ce qui a permis les passages de l'ordinateur d'il y a 10 ans à l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, relativement hostile à des pratiques de lecture approfondie, c'est le passage du transactionnel, dans des mini-transactions individuelles, qu'on fait, par exemple, gagner des informations sur sa propre santé, à l'écologique. Parce que, en ayant l'impression de faire juste une petite transaction, vous êtes en train de changer complètement l'écologie du système. J'ai eu une conversation l'autre jour avec un ami qui me dit être très content parce qu'il pouvait suivre les balades de sa femme en forêt à cheval, parce que sait-on jamais si quelque chose arrive. Donc, elle est géolocalisée. Il y a des fantasmes, évidemment, sur suivre les parcours de son époux. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, mis à part ces genres de discussions, c'est une transaction qu'on fait. Moi, j'accepte d'être géolocalisé, comme ça, mon époux sera plus tranquille. Le passage après, c'est la banalisation de ces comportements, qui fait en sorte que ceux qui ne veulent pas être géolocalisés se considérer comme automatiquement à la marge. Donc, potentiellement coupable de quelque chose. Suspect, en tout cas. Suspect. Où étais-tu? Pourquoi tu n'étais pas géolocalisable? Est-ce que tu me cachais quelque chose? Alors, c'est un exemple du passage de la transaction à l'écologie. La même transaction nous est offerte, par exemple, lorsqu'on déplace la discussion sur la lecture dans une discussion purement orthopédique sur les points du sac à dos.
On dit orthopédique, enfin je crois c'est... Oui. On ne parle plus de lecture, on dit simplement, enfin les enfants n'ont plus les sacs à dos très lourds parce que tout passe par les tablettes, etc. Et là, vous voyez, c'est une transaction qu'on nous offre, une transaction, on dit, tu vas avoir un sac à dos plus léger. Ce n'est pas tout à fait clair parce que peut-être qu'on va remettre d'autres choses aussi dans les sacs à dos, mais ce n'est pas grave. Et on a complètement déplacé la discussion. La lecture ou les éléments pédagogiques ne sont même plus d'actualité. La discussion est simplement sur le poids du sac à dos. On ne parle pas du programme pédagogique, du temps de lecture, rien. Le poids du sac à dos. Et ça change l'écologie, parce que du coup, on se retrouve avec des tablettes qui sont utilisées dans la classe, et puis l'enseignant doit normer les temps d'usage des tablettes, sinon les élèves font autre chose, etc. Donc là, c'est un passage de la transaction vers l'écologie. Il y en a plein. Tous les passages en question sont des passages de ce genre. Et ça, c'est important de les savoir, de les comprendre, parce que c'est là qu'on a le droit de négocier. Sachant que ce sont des mini-transactions qu'on fait. Personne ne vous impose rien. C'est à vous d'accepter ou de refuser la transaction. On a bien compris que vous n'êtes ni passéiste ni ludiste, mais vous dites quand même il y a des domaines dans lesquels la transition vers le numérique est déjà faite. Vous parlez de la photo, où en gros c'est fait, il n'y a plus rien, on ne reviendra pas dessus. À l'autre bout, vous mettez un domaine auquel il ne faut pas toucher, c'est celui de la démocratie. Pas de numérique dans la démocratie, pour le vote, avec des risques importants. Et pourquoi l'école et surtout le livre, vous semble-t-il, la zone à négocier, là où on peut encore discuter, où on est encore, on va dire, dans le combat? Oui, parce que l'école, c'est beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas les livres, l'école, la démocratie. Enfin, la démocratie, c'est beaucoup de choses. Donc, il y a des choses qu'on a le droit de numériser dans la démocratie. Mais je vous dis, enfin, c'est important vous avez parlé de ça, de donner l'exemple. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller vers les votes électroniques, alors qu'il nous est proposé comme une transaction relativement démocratisante. Et surtout les votes en ligne, il faut s'y opposer. Si vous pouvez voter en ligne, cela signifie que les bureaux de vote sont dans chaque maison. Cela signifie que tous les pouvoirs que vous ne pouvez pas exercer au bureau de vote, vous pouvez l'exercer à la maison. Donc, un bureau de vote dans chaque maison, avec la possibilité de voter en ligne, cela va tout simplement créer des situations de micro-pouvoirs, comme quoi le père va forcer la fille, le mari, la femme, les chefs, le caïd de son groupe, le chef de bureau va inviter les employés pour voter pour le bien de l'entreprise, les enfants sous la table. Il n'y a plus d'isoloir. Hein? Il n'y a plus d'isoloir, en fait. Non, justement, c'est plus protégé comme il le faudrait. Donc là, on a un fantasme d'accès démocratique par le fait qu'on pourrait voter à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet. Mais de fait, on va tout simplement consolider des pouvoirs qu'on a tout l'intérêt à casser. Donc là, c'est un cas, je crois, de design relativement clair. Et il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas de solution à ça. Une fois que le vote est en ligne, il n'y a pas une solution technologique en plus. Donc, le cas de l'école est un cas complètement différent. Parce que, justement, je pense qu'il occupe la partie centrale de la distribution, parce que l'école, ce sont plusieurs choses. On fait beaucoup de choses à l'école. On ne fait pas que transmettre de l'information. Si on pense que l'école peut passer au numérique, si on pense que l'école ne fait que transmettre de l'information, l'école a tous les droits de passer au numérique, et même les enseignants de disparaître, et on peut regarder juste des MOOC. Si vous pensez que l'école ne fait que transmettre de l'information, vous condamnez l'école. L'école, c'est beaucoup d'autres choses. Et c'est un espace beaucoup plus complexe dans lequel on apprend à faire des choses, dans lequel il y a des éléments d'exemplarité, par exemple, qui sont véhiculés. Vous pouvez regarder une conférence filmée, par exemple. Vous pouvez regarder un MOOC. Vous pouvez regarder des petits outils, un MOOC, un cours en ligne massif. Mais vous n'aurez jamais l'expérience vivante de l'enseignant qui se met en jeu et qui gère la situation d'erreur, par exemple. Ça, c'est interdit dans les MOOC. Les MOOC sont édités pour que les erreurs disparaissent. Sinon, c'est à perpétuité, enfin, on est condamné par sa petite erreur.
Je crains que tout ce que je viens de dire, que je viens de prononcer de plusieurs façons bizarres, va être écrasé. Ça va être écrasant par rapport au rapport vivant que j'ai avec une salle. Il y a plusieurs choses qui se passent dans l'école. Il y a plusieurs outils qu'on a le droit d'utiliser sous un format numérique. On ne le sait pas a priori, ça c'est le deuxième point. Il faut expérimenter, il faut faire des tentatives et voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et on doit pouvoir faire marche arrière. Alors que la pente, pour l'instant, est plutôt dessinée d'une façon complètement différente. Et le livre, alors l'école, d'accord, c'est, on va dire, un champ de bataille, encore un endroit où il y a un combat à livrer. Et le livre, quel combat se livre autour du livre? Et puis, surtout, quelle peut être la position des professionnels du livre aujourd'hui? Mais, de nouveau, on ne peut pas parler du livre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de livres, mais surtout, il y a plusieurs types de situations de lecture. Et plusieurs buts dans lesquels on lit et on fait lire un livre. Si on ne considère les livres que tout simplement un repositoire d'informations, les livres vont migrer vers le numérique et c'est fini. Enfin, il n'y a plus de discussion. Donc il faut regarder les types de lecture qu'on fait. Je mentionnais les cas de la lecture à l'école. Si on doit, par exemple, utiliser la lecture du livre pour augmenter les vocabulaires des élèves, il faut trouver des conditions dans lesquelles ils lisent ces livres et ils soient sollicités, ils aient le temps de les faire, ils aient le temps éventuellement d'aller regarder sur des notes, d'aller regarder sur les vocabulaires. On peut imaginer des formes d'augmentation du livre en ce sens, mais il faut un temps de lecture qui fait une immersion et qui garde l'élève, dans cette phase importante de sa vie, près du texte, qu'il ne s'éloigne pas du texte pour aller regarder la vidéo, pour aller regarder, etc. Parce que c'est dans les textes qu'on a le lexique, et c'est dans les lexiques qu'on a l'enrichissement conceptuel. Donc il faut regarder au cas par cas les situations de lecture et penser design. Penser design signifie imaginer des contextes dans lesquels la lecture est facilitée. Mais de nouveau, il n'y a pas une solution uniforme. Il y a des lieux qui sont des lieux de, on va dire, de lecture plaisir, que sont les bibliothèques, où on vient, où on venait, où en tout cas les jeunes viennent chercher un plaisir à ouvrir un livre, à découvrir une histoire, pas forcément avec la volonté d'apprendre. Ces lieux, en quoi peuvent-ils être transformés par le numérique et que peuvent faire les professionnels des bibliothèques pour s'adapter, résister, s'organiser face à la montée du numérique? Alors là, vous me posez une question quand même difficile, importante. Mais je viens de lire un article dans Le Monde sur la préservation de la bibliothèque de l'Institut Warburg à Londres, où j'ai fait une recherche il y a une quinzaine d'années sur les ombres notamment. Donc, l'Institut Warburg avait été créé par Aby Warburg dans les années 20, et donc il a déménagé à Londres avec le nazisme. Il a constitué une grande bibliothèque qui était pensée comme une bibliothèque où tous les livres sont en libre accès, et il y a une organisation thématique. Donc du coup, moi je m'intéressais à un moment donné au cadran solaire pour le travail sur les ombres, et sur une étagère, j'avais pratiquement tout ce qui avait été publié sur les cadrans solaires dans certains contextes, enfin contexte d'histoire des sciences. Et bon, c'est une bibliothèque qu'on considère comme complètement obsolète parce que tout ça, on peut l'avoir sur votre tablette à portée de clics. Je ne crois pas tellement que ça soit obsolète, et je pense qu'ils ont bien fait de la préserver. Elle est coûteuse parce qu'elle occupe un endroit très cher du point de vue de l'immobilier de Londres. Et donc l'institution de tutelle ne voulait plus payer les loyers, tout simplement. Et l'argument étant, bon, écoutez, on peut faire ça en numérique, on n'a plus besoin de vous. Il est vrai, on a tout à sa disposition sur la tablette, mais il faut des parcours d'apprentissage. Il faut des parcours d'exploration. Il y a des endroits physiques où il y a des rapports physiques avec l'exploration qui sont très importants. Pour la mémoire des lieux, par exemple, est très importante. Elle ne se développe pas du tout sur un écran. L'écran, ce sont des écrans, arrière des écrans, et un écran efface le précédent. Il n'y a pas un lieu dans votre mémoire. Moi, j'ai un souvenir parfait
de l'endroit au 2e étage de la bibliothèque d'Ouverbourg où j'ai tous mes articles sur le cadran solaire et je pourrais à peu près les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. C'est une capacité que tout le monde a en mémoire spatiale. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Protéger des espaces de lecture tranquilles, ça devient important. Et, enfin, on n'aide pas tellement les lecteurs en leur proposant des supports seulement numériques. Enfin, il faut vraiment des endroits tranquilles dans lesquels on peut se protéger du numérique presque. C'est important d'avoir des éléments de lecture tranquille et avec un texte qui n'est pas un hypertexte et qui est un texte très simple. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais aussi parce que, là c'est Marianne Wolf qui a écrit des choses très belles là-dessous, parce que les enfants et les adolescents, en lisant un texte, créent un monde dans leur cerveau. C'est vraiment un travail de création. De récréation et de création. Enfin, c'est une capacité cognitive. Vous avez des éléments très très simples, des mots sur un morceau de papier, et dans votre tête, il y a des scènes, des mondes, des couleurs, des voix. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a, et ce n'est pas du tout scripté, pour utiliser le terme qu'on a utilisé tout à l'heure. Les choses partent suivant votre imagination. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe avec les jeux vidéo, où tout est extrêmement normé et scripté. Il y a des composantes normatives immenses dans les jeux vidéo qu'il faut respecter pour pouvoir passer au niveau suivant. La lecture, pour l'instant, est la seule, mieux que les cinémas, mieux que les jeux vidéo, qui permet aux lecteurs de créer eux-mêmes des mondes dans leur cerveau. Et là, de nouveau, il n'y a pas, on serait pas mieux faire que simplement donner du texte à lire. Donc, que peut faire la bibliothèque? Moi, je n'ai pas un avis. Donc, ils doivent s'ouvrir aux écoles, très certainement, montrer aux écoles qu'il y a être des espaces qui dialoguent avec l'école pour que l'école puisse faire passer le message que la lecture est quelque chose d'important. Faire passer les messages institutionnels. Garder un niveau institutionnel, ne pas trop céder à l'idée du ludique, à l'idée de la possibilité de tout faire passer par des contenus ludiques, par des formats ludiques. Il y a des choses qui ne passent pas du tout en ludique, il y a des choses pour lesquelles il faut de la contrainte. Et il faut l'admettre, enfin, tout simplement. L'apprentissage se fait en partie dans la contrainte. Merci. Vous avez sans doute beaucoup de questions. Je vous en prie. Peut-être, alors on fait signe, au niveau du temps, on a peut-être 5 minutes à peine. Y a-t-il une ou deux questions rapides pour Roberto? Madame, est-ce que vous voulez donc du coup poser la question? Je vous mets un peu de pression. Bonjour. Je voulais avoir votre avis sur deux aspects qui, à mon avis, sont en lien direct avec la passionnante intervention que vous venez de nous offrir. D'une part, que pensez-vous de la tendance, je crois, qui s'étend aux États-Unis à faire passer l'écriture, si on peut dire, par justement le clavier, et d'autre part, l'impact écologique au sens environnemental et éthique de la production phénoménale et toujours grandissante de tous les appareils numériques. La deuxième question, en partie, recoupe ce que je viens de dire. En fait, il y a les problèmes qui vont se poser et qui se posent déjà avec l'immense population d'appareils numériques. C'est un problème qui se pose aux chercheurs comme aux décideurs. C'est l'obsolescence très rapide de ces technologies. Donc, il y en a beaucoup. Elles changent très rapidement. Vous mentionnez les netbooks maintenant. Les gens ont dit bah, c'est quoi, enfin, un truc d'il y a 4 ans. Vous l'achetez pour votre école, sachant que dans 2 ans, un nouveau modèle de quelque chose de complètement différent va sortir et qui
Et donc c'est un problème aussi pour les chercheurs, il faut le dire ça, parce que ça rend difficile de faire des études longitudinales. Comme la technologie change très rapidement, les bienfaits ou les malfaits de la technologie sont difficiles à mesurer dans l'école parce que c'est difficile d'avoir des résultats sur 5 ans. 5 ans, c'est des aires géologiques pour la technologie. Donc il y a des études quand même qui sont relativement des études un peu différentes, pas longitudinales, mais qui nous permettent d'être relativement prudents sur l'introduction de technologies dans l'école. Alors, pour la première question, là c'est un point très intéressant, très important. Enfin, j'ai des connaissances qui, c'est pas mon sujet direct, mais il faut regarder plutôt les travaux de Stan Dehaene là-dessous. Alors, l'écriture est un élément de facilitation de la lecture. Et c'est un élément de facilitation qui vient du fait que les cerveaux associatifs que nous avons utilisent beaucoup d'éléments pour, je fais court, parce que aiment avoir des façons de renforcer. Donc du coup, ça pose un problème pour, disons, ça ne marchera pas très bien en italien par exemple, parce qu'en italien, l'italien est transparent. L'orthographe de l'italien est très facile. On a un écart de 2 ans, à peu près, en moyenne, entre lecture pour les italophones et les francophones, et un peu plus pour les anglophones. Et utiliser l'écriture pour améliorer les compétences de lecture irait à l'encontre du fait que l'écriture, c'est compliqué. Ça présuppose une maturation des compétences sensorimotrices fines. Pour l'italien, ce n'est pas très intéressant. Pour les français, c'est intéressant. Pour l'anglais, c'est encore plus intéressant. Pour les chinois, c'est hyper intéressant. Donc, vous écrivez et vous facilitez la lecture. Vous apprenez à écrire, vous facilitez la lecture. Du coup, on sait, par exemple, des études sur les Chinois, les systèmes de facilitation automatique de la lecture qui vous proposent, vous donnez, c'est des façons pour compléter les mots, vous donnez juste la racine du mot et puis vous propose une trentaine de solutions différentes. C'est très utilisé par les adolescents chinois, diminue les capacités de lecture. Donc, moi, je ferai très attention avant de passer à des systèmes purement de saisie. On peut se passer du clavier, là on peut juste avoir des systèmes de saisie orale. L'écriture, c'est très utile pour des orthographes comme les français et l'anglais. Ça donne un petit coup de pouce à la capacité de déchiffrer. Donc je fais attention avant de l'éliminer. Merci beaucoup. Et on va finir sur l'écriture. Peut-être juste un petit chiffre sur la question sur l'écologie, un chiffre que j'ai entendu ce matin. Il semblerait que Google utilise 3% de la consommation énergétique mondiale pour les systèmes, les fermes donc, qui servent à gérer les connexions et qui ont besoin d'être refroidies. C'est trop, je crois. C'est beaucoup moins, mais c'est quand même beaucoup. Je crois que c'est autour d'un 10 millième. Donc mais c'est beaucoup. Alors, un 10 millième de l'énergie mondiale, c'est énorme. Juste pour les fermes. Après, il faut savoir qu'il y a des coûts de connexion qui sont beaucoup plus importants que les coûts de stockage. Toutes les antennes Wi-Fi que vous avez autour, ça consomme de l'énergie à gogo. Et les matières premières, beaucoup de choses. Je vous propose qu'on continue cette discussion, peut-être autour du déjeuner, puisqu'on a encore beaucoup de choses à explorer ensemble, mais il y a un événement programmé ici tout de suite. Donc restez assis, je vous en prie. Je vais repasser le micro à Christian qui va nous annoncer la suite du programme. Merci. Juste pour vous annoncer qu'il y a donc une répétition pour le flash mob qui aura lieu demain en fait en langue des signes, et donc cette répétition, c'est Olivia et Félicie donc qui vont nous aider en fait à apprendre un minimum de langue des signes. Donc si ça vous intéresse, on va faire ça pendant un petit quart d'heure. Je suis particulièrement mauvais moi, donc je vais peut-être répéter. Bonjour.